Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, chers invités, au nom du comité du Cercle, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses, même s'il y a énormément de déçus, puisque l'annonce de la conférence de Jacques de Watteville a été suivi d'un enthousiasme qui m'a surpris, parce que j'étais l'initiateur de cette invitation et je me disais, voilà, j'avais envie d'avoir notre invité de ce soir. Et en quelques jours, on croulait sous les inscriptions, les inscriptions, les inscriptions, et on s'est dit, on aura un problème. Vous êtes 99 avec moi et Jacques de Watteville, c'est-à-dire que nous sommes dans les limites ECA. C'est pour ça qu'il y a eu ces listes d'attente. Et nous avons renoué, grâce à Jacques de Watteville, à une tradition du Covid et de la pandémie, où on vous offrait des conférences en direct, mais sans public. Et on a réactivé pour l'occasion une retransmission en direct de la conférence de Jacques de Watteville pour les sociétaires qui n'ont pas eu la chance d'être élus et de prendre place ce soir dans le salon, ainsi que les amis de la Fondation Jean Monnet, avec laquelle nous avons initié ce projet, et ils nous suivront en direct, mais en ligne, pour partager ce moment d'entretien avec Jacques de Watteville. Vous le savez, puisque vous êtes sociétaire, mais pour les invités qui nous rejoignent ce soir, que depuis que je suis président, j'ai initié un partenariat avec la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, qui se trouve sur le campus de Dorigny. La première conférence a été donnée par son directeur, Gilles Grain, que je salue d'ailleurs, qui est présent ce soir avec l'ensemble de son équipe de la Fondation. La deuxième étape, c'était l'an passé, où nous avions organisé une visite des archives de la Fondation Jean Monnet, où on avait été reçus de manière royale dans les collections pour voir des documents fondateurs sur l'histoire de l'Europe. Et ce soir, nous continuons ce parcours avec Jacques de Watteville, qui viendra nous entretenir d'une question qu'il connaît très bien. Je ne vais pas vous le présenter plus longtemps, mais double formation, juriste et économiste, très grande et longue carrière diplomatique, avec une dernière étape qui justifierait presque à lui seul sa présence ce soir, comme secrétaire d'État aux Affaires européennes de 2015 à 2017. Mais il est aussi, et c'est pour cela qu'avec Gilles Grain, nous avons pensé à l'inviter ce soir, le vice-président de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Et donc, sans plus attendre, je vous cède la parole pour le plus grand bonheur des sociétaires et de nos invités de la Fondation Jean Monnet. Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, vous le savez, merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Très belle soirée à vous toutes et à tous, et je vous cède la parole. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Le micro marche bien? Oui, il est branché, c'est parfait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un très grand plaisir pour moi de me trouver avec vous ce soir pour un échange de vues sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Je me souviens qu'il y a environ 5 ans, vous m'aviez déjà invité pour faire un point de situation, et beaucoup de choses se sont passées depuis 5 ans, et en même temps, on n'a pas progressé non plus. Donc c'est un paradoxe où on avance d'un pied, on recule de l'autre, mais on se trouve aujourd'hui dans une période où les choses sont en train de bouger. Et donc votre président a très bien choisi le moment de ce thème, parce qu'on est juste à un moment où on ne sait pas dans quelle direction la Suisse va aller pour finir, mais c'est en train de bouger. La mer est agitée, il y a du vent dans les voiles, et il y a plusieurs personnes à la barre. Ils ne savent pas tous où ils veulent aller, si c'est à droite, à gauche, devant, derrière. Mais pour le moment, le navire flotte. Et il y a quand même quelques signaux encourageants ces dernières semaines, dont je me réjouis de partager avec vous. Mais on peut légitimement se demander quo vadis Helvetia, où va la Suisse? Le Conseil fédéral a lancé des consultations qui sont en cours actuellement, qui se terminent à la mi-février, donc dans une semaine, et pour sonder les institutions qu'il a consultées.
sur leur avis et leur réaction face au projet de mandat de négociation qu'il a élaboré. Il a fait un projet au mois de décembre. Et donc maintenant, on a les premières réactions. J'y viendrai tout à l'heure parce que c'est assez important. Mais l'intention du Conseil fédéral, comme il l'a affiché, c'est d'arriver à un accord cette année encore avec l'Union européenne. Et on peut se demander si c'est réaliste. En tout cas, c'est très ambitieux. Mais pour comprendre ce qui se passe, commençons peut-être par un bref retour en arrière. L'espace économique européen a été refusé dans une votation populaire en 1992. Et ça a provoqué une crise dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne. La Suisse demanda alors à négocier des acteurs sectoriels pour faire une sorte d'espace économique européen à la carte, avec certains morceaux du marché intérieur et pas d'autres, et sans être coordonné avec les pays de l'AELE. Au début, l'Union était réticente, mais il y a un facteur qui a beaucoup aidé, c'est le fait que la Suisse avait déposé une demande d'adhésion. C'était au printemps de 1992. Et le fait qu'il y avait cette demande d'adhésion a fait que pour les États membres de l'Union européenne, négocier des accords sectoriels avec la Suisse était une sorte de préparation à l'adhésion et donc faisait du sens. Et dans une vision dynamique des relations entre la Suisse et l'Europe, ils ont finalement accepté de se lancer dans cet exercice complexe de négocier des accords bilatéraux. Comme c'est un accord il était prévu que ces accords aient une durée de vie limitée, on n'a pas mis au point des mécanismes institutionnels pour assurer l'homogénéité juridique de cet espace qu'on créait. Et donc, tout le problème du règlement des différends, par exemple, n'était pas traité dans ces accords. Parce qu'on pensait que dans quelques années, on serait en train de négocier l'adhésion. Les choses se sont passées différemment. Comme vous le savez, l'objectif de l'adhésion s'est estompé fortement et n'est plus un sujet. Et pour l'Union européenne, les accords bilatéraux comme ils sont, sans mécanisme qui assure le bon fonctionnement de ces accords, ça ne fonctionne plus maintenant. Et donc, dès 2008 déjà, l'Union européenne a demandé à ce qu'on introduise des mécanismes pour assurer le bon fonctionnement de ces accords. Et des négociations ont commencé en 2013 et ça a abouti à un accord cadre qui a été finalisé en novembre 2018. Le Conseil fédéral procéda alors à une vaste consultation des milieux économiques, des commissions parlementaires, des cantons, comme il le fait aujourd'hui. Et en juin 2019, il communiqua à la Commission européenne que l'accord correspondait dans une large mesure aux intérêts de la Suisse, mais qu'il demandait des clarifications concernant 3 points: les aides d'État, les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes et la directive sur la citoyenneté européenne. Il s'en est suivi des pourparlers entre la Suisse et l'Union européenne, où la Suisse s'est efforcée d'améliorer ou de préciser favorablement certains éléments de l'accord qui concernaient ces 3 points. Mais les différentes parties ne se sont pas montrées suffisamment flexibles pour parvenir à des compromis sur tous les points. Sur certains détails, ils ont progressé, mais sur d'autres, pas. Il faut ajouter que le contexte du Brexit a joué un rôle important. En effet, en 2016, le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne. Et dès ce moment, nos relations avec l'Union européenne sont devenues très compliquées. Parce que l'Union ne voulait pas faire des concessions à la Suisse qui pourraient servir de précédent pour les Anglais. Et puis, il ne voulait pas non plus que ça puisse servir de précédent pour des pays membres, comme le Danemark ou d'autres. Donc il y avait un double objectif: gérer la relation avec l'Angleterre et puis garder la cohésion parmi les 26 autres membres de l'Union européenne. À l'époque, certains avaient vu dans le Brexit une opportunité de faire une alliance entre la Suisse et le Royaume-Uni pour avoir une force de frappe plus ferme, s'allier à une puissance nucléaire
et obtenir donc de meilleurs résultats. D'autres estimaient qu'on devait se mettre dans le sillage du Royaume-Uni et le laisser opérer comme un chasse-neige, et puis de profiter et de récolter les fruits qu'il engrangerait. Le fait est qu'avant de faire ça, il aurait fallu se poser la question, mais que veut le Royaume-Uni? Il ne veut pas la même chose que la Suisse. Et donc se mettre dans le sillage du Royaume-Uni ne nous aide pas du tout. Et concrètement, pour prendre un exemple, la libre circulation des personnes, le Royaume-Uni voulait mettre fin à la libre circulation des personnes, la Suisse pas. La Suisse voulait éviter le dumping salarial, mais elle tenait à préserver la libre circulation des personnes. Vous connaissez la suite. Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral décida abruptement d'arrêter la négociation de l'accord-cadre. Cette décision inattendue fut applaudie par les uns et sévèrement critiquée par les autres. Elle allait à l'encontre des positions des cantons et des commissions de politique étrangère du Parlement, et elle souleva une vague d'incompréhension. Le Conseil fédéral argumenta qu'il estimait que cet accord aurait probablement été rejeté dans une votation populaire et que gérer les conséquences d'un référendum négatif était beaucoup plus problématique que de suspendre la négociation. Pour sa part, l'Union européenne a été prise par surprise par cette décision du Conseil fédéral et elle a réagi fermement. Comme c'était prévisible, elle a mis en œuvre sa menace de suspendre la coopération en matière de recherche et la mise à jour des accords bilatéraux en vigueur. Ceci toucha en premier lieu l'industrie des medtech, des dispositifs médicaux. Cela signifie concrètement qu'une entreprise suisse dans le domaine médical qui veut exporter un produit, une prothèse de hanche par exemple, dans l'Union européenne, eh bien que ces entreprises doivent obtenir une certification de l'Union européenne en plus de la certification suisse qu'ils ont, et ceci par le biais d'un agent dans l'Union européenne. Donc ça rallonge les délais, ça accroît les coûts et ça affecte la compétitivité de notre industrie d'exportation. Ceci nuit à notre industrie d'exportation et freine les investissements étrangers dans ce domaine, ce qui conduit à des délocalisations d'activités économiques. Ça signifie concrètement une pression sur les revenus, des pertes de places de travail, des pertes de know-how et de compétences et des pertes de rentrées fiscales pour l'État. Cette réaction vigoureuse de l'Union européenne était-elle une surprise? Elle n'aurait pas dû l'être. En effet, et je fais un petit saut en arrière, après la votation populaire de 2014, où le peuple avait accepté de justesse l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse, qui prévoyait l'introduction de contingents, ce qui n'était pas compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes, l'Union avait déjà réagi brutalement en suspendant la coopération en matière de recherche, en suspendant toute négociation et toute discussion avec la Suisse. C'est la situation à laquelle j'ai été confronté quand le Conseil fédéral m'a nommé négociateur en chef en été 2015. Après une année de silence radio complet, des pourparlers très discrets et intenses se sont développés et ont permis d'ébaucher une solution basée sur les modalités de fonctionnement de la clause de sauvegarde de l'accord. Mais il y a eu le Brexit. Et donc en juin 2016, ce dialogue qu'on avait avec la Commission européenne a été interrompu et le Parlement suisse, le gouvernement suisse a dû s'orienter vers une autre solution. Cette autre solution, ça a été une solution autonome, nationale, non négociée avec l'Union européenne, qui prévoyait de mettre en œuvre l'article constitutionnel d'une façon qu'on souhaitait compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes. C'est la quadrature du cercle, parce que dire qu'on veut la libre circulation et en même temps qu'on veut discriminer, ça ne va pas tellement ensemble. Le fait est qu'on s'orienta donc vers une solution qu'on a appelée d'abord la préférence indigène,
Mais là, l'Union européenne nous a demandé c'est quoi un indigène. Et puis ensuite, alors on a dit la préférence nationale. Et la question c'était mais comment ça s'applique et à qui ça s'applique? Et là, il a fallu convaincre les pays de l'Union européenne, notamment les pays voisins, qui ont beaucoup de frontaliers qui travaillent en Suisse, mais aussi les autorités de l'Union, que notre solution de préférence nationale était compatible avec l'accord sur la libre circulation, alors même que cette préférence nationale contient un élément de discrimination. Donc de prime abord, c'est incompatible. Et on s'est efforcé de le gérer d'une manière telle que la Commission, en décembre 2016, a reconnu que c'était compatible et le Conseil des ministres a suivi en février 2017. À peine cette reconnaissance de compatibilité obtenue, plusieurs accords ont pu être conclus dans les semaines qui ont suivi avec l'Union européenne, où plusieurs négociations ont pu être relancées, ce qui a permis de faire un bond en avant. Des progrès importants ont aussi pu être accomplis dans la négociation de l'accord cadre, avec notamment l'acceptation en mars 2017 par l'Union d'une cour arbitrale comme instance ultime dans le règlement des différends. Vous voyez, il y a des parallèles dans l'histoire, et la crise de 2021 avait donc un goût de déjà-vu. C'était très similaire comme ce qui s'est passé, l'enchaînement, et voilà que maintenant, après des mois de blocage, des pourparlers exploratoires ont repris, et puis des solutions peuvent être trouvées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qui, pour la mise en œuvre du Brexit, ce qui a permis à la Commission d'être un peu moins crispée et donc de flexibiliser un peu les fronts. Le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, est venu en Suisse en mars 2023, il y a juste une année, où il fut reçu notamment par le Conseil fédéral Cassis, et là, ils ont donné une nouvelle impulsion aux travaux. Ceux-ci aboutirent en octobre 2023 à une déclaration politique qui s'appelle Common Understanding, définissant les paramètres de la négociation à venir et ce qu'on a appelé les zones d'atterrissage. Les zones d'atterrissage, c'est sur quoi on va se mettre d'accord, sur quoi on va aboutir. Donc on anticipe le résultat, mais de façon vague, pas précise. Il y a la marge de négociation de part et d'autre qui reste. Le Conseil fédéral, dans la foulée, a adopté un projet de mandat de négociation en décembre. Et comme je vous l'ai dit, ce projet de mandat fait actuellement l'objet de consultations qui devraient être conclues à la mi-février et le mandat devrait être finalisé vers la fin mars. Les négociations formelles pourront alors commencer avec l'objectif ambitieux de les conclure avant la fin de l'année, avec la Commission actuelle, avant tous les changements qui seront induits par les élections européennes de juin 2024. En effet, il y a les grandes élections européennes en juin, et dans le sillage de ces élections, il y aura un rééquilibrage ou des modifications dans les rapports de force au Parlement européen. Il y aura une nouvelle commission qui sera nommée, il y aura des nouveaux cadres qui seront nommés, il y aura des nouvelles équipes de négociation qui seront mises sur pied. Et ces changements importants pourraient contribuer d'abord, la Commission sera absorbée par elle-même, par sa propre organisation, et on compte que quand il y a un changement de Commission, ils gèrent les affaires courantes, mais ils ne font pas des choses très ambitieuses. Et donc le risque est qu'on perde en tout cas une année, simplement parce qu'elle ne sera pas disponible pour traiter avec la Suisse. Elle devra d'abord s'organiser et nommer ses propres responsables. Donc, pour capitaliser au mieux sur les progrès accomplis ces derniers temps, la Suisse a tout intérêt à conclure rapidement ces négociations avec l'équipe actuelle. Quels sont aujourd'hui les principaux défis, les enjeux et les options? Quels sont les grands points encore ouverts? Conclure ces négociations si rapidement est-il réaliste et faisable? Quelles sont les perspectives? Ce sont quelques questions auxquelles je vais essayer d'apporter maintenant des éléments de réponse. Je m'empresse de rappeler que j'ai quitté le service de la Confédération à fin juin 2017, donc il y a plus de 5 ans,
et que mes commentaires n'engagent que moi. Donc je ne suis pas un insider, je ne suis pas du tout impliqué dans ces négociations, même si j'ai des contacts avec certains collègues qui le sont. La Suisse, comme d'autres pays, est confrontée actuellement à des défis considérables. Je citerai notamment, et vous les connaissez mieux que moi, ces défis, le réchauffement climatique, qui pourrait déboucher à terme sur un cataclysme et qui va provoquer prochainement l'exode de centaines de millions de migrants climatiques fuyant la montée des eaux ou la sécheresse. Les atteintes à la biodiversité et les dégâts causés par la pollution, qui pourraient notamment causer des famines et des déplacements de population. Les conséquences des guerres, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, de la crise de l'énergie, du risque de guerre atomique, de nuages radioactifs et la montée du terrorisme. La digitalisation et notre exposition croissante à la cybercriminalité. La montée des populismes, des nationalismes et de la violence. Les risques de pandémie et leurs conséquences illustrées par le Covid. Citons enfin les conséquences économiques, financières et sociales de ces menaces avec le surendettement, l'inflation, le chômage, les risques de pénurie, de faillite et de troubles sociaux. Cette liste n'est pas très encourageante. Ce qui est clair, et c'est la ligne rouge, c'est le point commun entre chacun de ces défis, c'est que pour pouvoir faire face à ces défis, il faut qu'on coopère avec les autres. La Suisse ne peut pas régler ça tout seul. Les virus ne s'arrêtent pas à la frontière et le réchauffement climatique non plus. Donc nous devons coopérer et nos partenaires les plus évidents, ce sont nos pays voisins et les pays européens. Notre destin est lié au destin de l'Europe, pour le meilleur comme pour le pire, et nous avons grand besoin d'une relation stable, solide et constructive avec ses voisins. Nous partageons les mêmes valeurs et notre destin est commun. Notre politique européenne doit se baser sur une vision stratégique globale et ne pas être otage de certains points de détail dont l'impact réel est marginal. Or, la relation de la Suisse avec l'Union européenne est actuellement en crise. La voie bilatérale est en train de s'éroder. La Suisse n'est plus associée au programme cadre de recherche et d'innovation de l'Union. Des accords concernant l'accès au marché ne sont plus mis à jour. Les négociations sur l'électricité ou la santé sont suspendues. Même notre neutralité est critiquée. Or, les enjeux sont tellement importants que tôt ou tard, des solutions seront nécessaires. Et le plus vite sera le mieux, car le coût de l'impasse actuelle s'alourdit jour après jour. En effet, chaque jour ouvrable, il y a pour environ 1 milliard de francs d'échanges commerciaux entre la Suisse et l'Union européenne, plus 1 milliard de francs d'échanges dans le domaine des services. L'Union est de très très loin notre premier partenaire économique, comptant pour plus de la moitié de notre commerce extérieur, environ la moitié de nos exportations et les 2/3 de nos importations. À cela s'ajoute que la Suisse est aussi un partenaire important de l'Union et nous sommes son 4e partenaire commercial. Chaque jour, quelques 350 à 400 000 frontaliers viennent travailler en Suisse. Et 1,4 million d'Européens vivent et travaillent en Suisse. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre relation s'éroder. Les intérêts en jeu sont trop importants. Ceci dit, et c'est un peu le paradoxe, il ne faut pas non plus dramatiser trop, parce que l'économie suisse va assez bien, surtout en comparaison internationale. Si on se compare à nos voisins, on ne s'en tire pas si mal que cela. Les taux d'inflation et de chômage sont faibles. Comparativement, notre situation financière est relativement saine. Mais ceci ne doit pas occulter les développements à venir. Le risque d'une érosion se manifeste déjà et les délocalisations sont déjà en cours. Ne rien faire ne signifie pas le maintien du statu quo. Ne rien faire, c'est une dégradation, c'est une érosion. Dès lors, quelles sont les options qui s'offrent à la Suisse? On peut schématiser les 5 alternatives suivantes. Première alternative, l'adhésion à l'Union européenne. Ceci n'est pas une perspective réaliste dans un avenir prévisible. Deuxième option, adhésion à l'espace économique européen. Après le nom du peuple et des cantons en 1992, la situation n'a pas évolué dans un sens favorable et rien n'indique qu'on aurait un meilleur résultat aujourd'hui.
Et si la Suisse ne parvient pas à conclure un accord cadre, elle parviendra encore moins à se joindre à l'espace économique européen. Troisième option, renégocier l'accord de libre-échange de 1972. Après 50 ans, cet accord est largement dépassé. Sa mise à jour est bien sûr souhaitable, mais elle prendrait de nombreuses années de négociations pendant lesquelles l'Union européenne viendrait avec ses propres demandes, par exemple dans le domaine agricole, ce qui nous poserait des problèmes très complexes. Si la Suisse n'a toujours pas un accord de libre-échange avec les États-Unis, c'est à cause du dossier agricole. Et avec l'Union, on aurait le même problème. La Suisse a une agriculture hyper protégée. Je crois que le seul pays qui s'en rapproche un peu, c'est la Norvège. Et donc, si on négocie un accord de libre-échange avec l'Union, certainement qu'elle voudrait des concessions que nous ne serions pas prêts à honorer. Par ailleurs, si nous devions perdre nos accords bilatéraux, ce serait une régression importante de la qualité de l'accès au marché dont nous bénéficions actuellement. Par contre, ce pourrait être une option complémentaire au développement de la voie bilatérale. Quatrième option, la voie solitaire. Le cavalier solitaire, Lucky Luke, quoi. Cela entraînerait une régression encore plus grave de nos relations avec l'Union européenne, avec des conséquences sérieuses au niveau politique et pour la prospérité de notre pays. Et puis, cinquième et dernière option, consolider et développer la voie bilatérale. C'est la voie que s'efforce de suivre le Conseil fédéral depuis un quart de siècle. C'est une solution taillée sur mesure qui nécessite cependant l'adoption de mécanismes institutionnels assurant la sécurité juridique et l'homogénéité juridique dans les domaines concernés par les accords d'accès au marché. C'est ce à quoi ont abouti les négociations en 2018. Ces éléments fondamentaux restent dans l'intérêt des deux parties. Rappelons que ce qui a fait rompre les négociations en 2021, ce ne sont pas les dispositions de l'accord cadre, mais les problèmes liés à la libre circulation des personnes. Quels sont désormais les principaux points en discussion entre l'Union européenne et la Suisse? La déclaration commune adoptée le 27 octobre 2023 a engrangé des progrès importants qui doivent encore être consolidés et approfondis dans les négociations qui vont commencer tout prochainement. Premier grand thème de discussion, c'est la question institutionnelle. Convenir de mécanismes institutionnels qui assurent un bon fonctionnement des accords bilatéraux revêt une grande importance, tant pour la Suisse que pour l'Union européenne. L'objectif de la Suisse est de pouvoir participer pleinement au marché intérieur de l'Union dans les secteurs choisis, par exemple les transports, sans risque de discrimination. Cela signifie que les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les acteurs économiques et que l'on ne peut pas traiter moins bien une entreprise suisse qu'une entreprise européenne, mais également qu'on doit être aussi exigeant à l'égard d'une entreprise suisse qu'à l'égard d'une entreprise européenne. Si vous voulez rejoindre un club, vous devez en respecter les règles, nous a martelé l'Union européenne. L'accord cadre avait précisément pour objectif d'arriver à cela, à savoir que les mêmes règles s'appliquent à tous les acteurs. Concrètement, cela signifie que les accords bilatéraux d'accès au marché, qui sont au nombre de 5, libre circulation des personnes, transport aérien, transport terrestre, abolition des obstacles techniques aux échanges, produits agricoles, ces accords doivent reprendre le droit européen pertinent. Lorsque les règles de l'Union évoluent, ces accords doivent être adaptés d'une façon dynamique pour assurer en permanence une égalité de traitement. Il est prévu que la Suisse soit associée au développement de règles pertinentes de l'Union. C'est ce qu'on appelle en anglais « decision shaping ». Donc on a droit à la parole, on participe au groupe de travail de l'Union, on élabore les textes législatifs de l'Union avec nos collègues de l'Union européenne. Par contre, on n'a pas le droit de vote parce qu'on n'est pas membre. Ces adaptations au droit européen ne doivent cependant pas être automatiques et les procédures doivent respecter l'ordre constitutionnel suisse. Là, il y a une confusion qui est souvent faite entre adaptation, enfin une reprise dynamique ou une reprise automatique des développements du droit européen.
et certains entretiennent le flou là autour. Alors pour nous, c'est très important de distinguer les deux choses. Une reprise automatique veut dire qu'on n'avait aucune marge de manœuvre. Vous devez reprendre au fur et à mesure les nouvelles décisions et il n'y a pas de possibilité d'une remise en question au niveau intérieur. Une reprise dynamique, à l'inverse, permet à la Suisse de dire non. Il y a des conséquences si on dit non, parce qu'on rompt l'équilibre de l'accord. Mais les règles constitutionnelles suisses continuent de s'appliquer et donc les sujets qui seraient contestés pourraient être soumis à un référendum en Suisse. Si la Suisse refuse de reprendre un développement du droit européen, le mécanisme de règlement des différends s'enclenche. On va y revenir dans un instant. Il est aussi dans notre intérêt que l'adaptation des accords à l'évolution du droit de l'Union se fasse de façon dynamique, sans quoi nous serions chaque fois demandeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, pour adapter les accords. Et si on est demandeur, ça provoque des retards et ça nous rend vulnérables à des contre-demandes de l'Union européenne. La bonne application de ces règles, pour être bonne, doit être surveillée par une autorité indépendante comme le fait la Commission européenne dans l'Union européenne. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que donc, dans l'Union, c'est la Commission européenne, dans la Suisse, ce serait une autorité suisse. Alors, un pays comme l'Allemagne ou la France est surveillé par une entité externe qui est la Commission européenne, alors que dans le cas de la Suisse, ce serait une autorité suisse qui serait compétente. Et ça, c'est quelque chose que l'Union n'avait pas du tout envisagé au départ. Mais finalement, c'est un des résultats de la négociation. Pour éviter les impasses, il faut aussi instaurer un système efficace de règlement des différends, avec en dernière instance une cour arbitrale indépendante. Plus spécifiquement, le système de règlement des différends prévu contient une procédure complexe avec un processus de conciliation dans les comités mixtes des accords concernés, avec un rôle attribué à la Cour de justice de l'Union européenne pour préciser, en cas de besoin, l'interprétation du droit européen repris dans les accords d'accès au marché. Ça, c'est délicat comme point. Donc, la Cour européenne n'est sollicitée que pour interpréter le droit européen qui est repris dans les accords. Elle n'est pas compétente pour les dispositions des accords qui sont sui generis, qui sont des résultats de négociation entre la Suisse et l'Union. En cas de désaccord persistant, des mesures de compensation proportionnées pourraient être prises par l'entité qui s'estimerait lésée. Et à la fin du processus, une cour arbitrale indépendante serait compétente pour se prononcer sur ces mesures et leur proportionnalité. Ce résultat est assez éloigné de ce que l'Union européenne voulait au début des négociations. Et elle a fait des concessions importantes à la Suisse. Je garde personnellement un souvenir très intense de la dernière séance de négociation que j'ai dirigée à Bruxelles en mars 2017, où finalement la Commission a accepté le principe d'une cour arbitrale après des années de refus catégoriques. Cet élément est déterminant pour éviter la soumission à ce qu'on a appelé les juges étrangers. Donc c'était pour moi un élément clé qui rendait possible ou ne rendait pas possible un accord cadre. Par ailleurs, ce dispositif avec sa cour arbitrale constitue un bouclier pour la Suisse contre l'asymétrie des rapports de force entre notre pays, 9 millions d'habitants à peu près, et l'Union européenne, 450 millions. Ce dispositif permettrait aussi de défendre les intérêts suisses de façon offensive, en nous donnant les moyens d'action contre les pays de l'Union qui n'appliqueraient pas correctement les accords bilatéraux concernés. En effet, il n'est pas rare que des entreprises ou des autorités de pays de l'Union européenne ne respectent pas pleinement les accords qu'on a avec eux et que dans un appel d'offres public, que l'entreprise suisse soit discriminée par rapport à des entreprises du pays, des entreprises locales. Et jusqu'à présent, et c'est encore le cas aujourd'hui, dans une telle situation, la Suisse peut se plaindre, elle peut faire une intervention au comité mixte, écrire à la Commission et dire « ça ne va pas, ce n'est pas correct ». Et puis, ils prennent note et puis il ne se passe rien. Et
puis l'année après, il ne se passe toujours rien, et puis après, c'est toujours rien. Avec ce nouveau dispositif, on peut contraindre les États membres à respecter les accords et donc à prendre cas du sort des entreprises suisses qui travaillent sur le marché européen. Et je pense qu'il y a plus de cas de violation des accords faits par les 27 États membres que par la Suisse. Donc on serait gagnant dans ce genre de situation. Ces dispositions institutionnelles étaient intégrées dans l'accord cadre finalisé en 2018 et constituaient un chapeau qui s'appliquant aux divers accords sectoriels d'accès au marché. Donc ça venait par-dessus. Désormais, il est prévu d'introduire ces dispositions dans chaque accord sectoriel. Donc au lieu d'avoir un chapeau qui s'applique à chacun, on prend ces mécanismes et on les injecte dans chacun des accords d'accès au marché. Pour porter une appréciation sur ces dispositions institutionnelles, il faut notamment les comparer avec le statu quo. Il ne faut pas les comparer avec les rêves qu'on peut avoir pour la gestion de nos relations, il faut les comparer avec la réalité, et la réalité, c'est le statu quo. Or, ces dispositions protègent bien mieux la Suisse en cas de différend que l'absence d'un accord, comme actuellement, qui nous expose à toutes sortes de mesures de rétorsion arbitraires, comme le montre la suspension de la coopération dans la recherche ou le refus d'octroyer d'équivalence à la bourse suisse ou l'interruption de la mise à jour d'accords. Le deuxième grand sujet qui est en discussion avec l'Union européenne, c'est les aides d'État. La déclaration commune du mois de novembre prévoit que la Suisse et l'Union assurent des conditions de concurrence égales pour leurs entreprises. Elle esquisse les mesures et les règles sur les aides d'État qui devront être intégrées dans les accords d'accès au marché, par exemple pour les transports aériens ou terrestres, ou dans les futurs accords sur l'électricité. La Commission avait des positions maximalistes au départ, mais des solutions de compromis semblent se dessiner. Ce point est aussi important pour les cantons, par exemple dans le domaine hydroélectrique, la gestion des barrages. La question de l'octroi de garanties d'État aux banques cantonales se posera le jour où nous négocierons un accord sur les services financiers. Mais là aussi, il y aurait des solutions comme on en trouve dans l'Union. On a dans certains pays de l'Union des situations très similaires à la nôtre. Et puis je note en passant que différentes solutions existent en Suisse. Le régime varie d'un canton à l'autre. Et dans le canton de Vaud, la Banque cantonale vaudoise, qui est de l'autre côté de la place, ne bénéficie pas d'une telle garantie et elle se porte très bien, comme vous avez pu voir les résultats publiés ce matin. La protection des salaires est le troisième sujet important qui fait beaucoup de controverses. C'est un thème central pour les syndicats qui craignent que l'accord sur la libre circulation des personnes n'induise du dumping salarial, notamment en relation avec la directive sur les travailleurs détachés. Lors de la conclusion de l'accord sur la libre circulation des personnes, les syndicats ont combattu pour mettre en place des mesures d'accompagnement. Il s'agissait notamment de renforcer les contrôles et de réduire le risque d'abus. Mesures qui ont été considérées par l'Union comme non compatibles avec l'accord sur la libre circulation, car créant des obstacles à l'accès à notre marché. Le fait que le droit européen ait évolué et consacre maintenant le principe « un même salaire pour un même travail au même lieu » facilite les choses. La Suisse n'est pas la seule dans sa situation. L'Allemagne souffre aussi de la concurrence des entreprises polonaises, pour prendre cet exemple. De plus, il est possible que la Suisse obtienne une clause de non-régression qui lui permettrait de ne pas reprendre une évolution du droit européen qui péjorerait le niveau de protection des salaires. L'Union européenne a aussi donné des signaux positifs concernant le maintien partiel de certaines mesures d'accompagnement, comme la règle des 8 jours qui serait ramenée à 4 jours, ou les modalités des contrôles ou le versement de caution. Mais les syndicats restent très méfiants, et on les comprend, et critiquent par exemple le fait que le calcul des frais professionnels, les repas et le logement, des travailleurs détachés se ferait sur la base des coûts dans le pays d'origine et non pas des coûts suisses, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les salaires suisses. Des discussions sont en cours entre partenaires sociaux pour essayer de trouver une solution,
Il semblerait que les syndicats seraient prêts à faire des concessions si le patronat en faisait dans d'autres domaines qui ne concernent pas nos relations avec l'Union européenne, par exemple en étendant le régime des conventions collectives de travail ou en instaurant un salaire minimum comme ça existe déjà dans certains cantons. Le patronat dénonce une forme de chantage. Une attitude trop rigide des syndicats et du patronat pourrait conduire à un nouvel échec des négociations. En effet, la plupart des votations sur les sujets de nos relations avec l'Union européenne ont été gagnées avec des majorités confortables, mais avec une position commune de tous les partis à part l'UDC. Donc le Parti socialiste, le Parti du centre, le PLR, et ils avaient une plateforme commune qui leur permettait de gagner à peu près avec plus de 60% des voix chaque fois. Si le Parti socialiste est partagé en deux, entre l'aile syndicale qui est contre et l'aile modérée qui est pour, on n'est pas sûr d'avoir une majorité. Et donc cette situation actuellement revêt un risque réel que les choses dérapent. On ne sait pas, on verra comment les choses vont évoluer. Mais j'y reviens dans un instant. Un échec aurait des conséquences graves et durables et risquerait de provoquer des délocalisations d'activités économiques avec des pertes de places de travail, de niveau, de know-how et de rentrée fiscale. Ce serait un jeu perdant-perdant. Les syndicats aussi seraient perdants parce qu'il y a des places de travail qui partent à l'étranger, ce n'est pas dans leur intérêt. Le quatrième thème de discussion, et là je serai un peu plus rapide, c'est la directive sur la citoyenneté européenne. Cette directive ne figurait pas dans le projet d'accord cadre, mais les partis de droite craignaient de devoir la reprendre. Elle concerne notamment l'accès des citoyens européens aux assurances sociales. Il ressort des pourparlers que l'UE serait prête à faire des concessions pour prendre en compte certaines des préoccupations suisses, par exemple sur l'expulsion des étrangers criminels ou en réduisant l'accès aux droits de séjour permanent qui ne serait octroyé après 5 ans qu'aux personnes actives professionnellement. Il ne saurait être question qu'un citoyen se rende dans un autre pays pour profiter de l'État-providence, a récemment déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne. Ces points devront être précisés dans les négociations à venir. Cinquième thématique, l'aide à la cohésion. La Suisse devrait pérenniser et augmenter sa contribution à la cohésion en Europe pour réduire les disparités économiques et sociales. Elle y a contribué de manière volontaire à raison de 2,6 milliards depuis 2007. Et c'est là une prestation que fournissent aussi les pays de l'espace économique européen en relation avec leur accès au marché. Le montant de cette contribution doit encore être négocié. Sixième point, et non des moindres, la recherche. Et là, il y a quelque chose d'assez remarquable qui vient de se dérouler. Un signal positif important a été donné avec la reprise de pourparlers exploratoires visant à une pleine participation au programme de recherche et d'innovation, les programmes 2021 à 2027, tels que Horizon Europe, Digital Europe, Erasmus+, ou Copernicus, qui sont cruciaux pour notre pays. Les négociations formelles commenceraient dès que les mandats de négociation concernant le nouveau paquet d'accords bilatéraux 3 seront adoptés, donc en avril. Un arrangement transitoire dès la mi-2024, donc avant l'été, confirmé par une association en 2025, permettrait aux acteurs suisses de participer à des projets de recherche et de répondre à des appels d'offres déjà au cours de 2024, pour autant que les négociations globales progressent bien. C'est potentiellement un grand soulagement pour les milieux académiques et de la recherche en Suisse, car les effets négatifs de la suspension actuelle se font déjà sentir. Enfin, les autres dossiers de négociation, j'évoquerai le fait que la déclaration commune stipule que la Commission européenne et la Suisse devraient négocier un large paquet d'accords dont les travaux avanceraient en parallèle. Outre les sujets déjà mentionnés, cela inclurait les accords dans le domaine de l'électricité, de la santé, de la sécurité alimentaire, à quoi s'ajouterait un dialogue politique à haut niveau. Il est aussi prévu d'inclure des règles pour les aides d'État dans les accords sur les transports aériens, le transport terrestre et l'électricité. Ceci pose la question sensible de la libéralisation des marchés des transports et de l'électricité,
dans le contexte des répercussions de la guerre en Ukraine et de la nécessité de sécuriser nos approvisionnements en énergie. Actuellement, on n'est pas capable d'assumer notre approvisionnement en énergie dans les 10 ans qui viennent avec les infrastructures que nous avons. Donc nous avons absolument besoin d'un accord avec l'Union européenne si on veut toujours avoir suffisamment d'énergie en Suisse. Pour cette question d'aide d'État, des possibilités d'obtenir certaines exceptions semblent se dessiner et donc les perspectives de réussir ces négociations est peut-être plus élevée que précédemment parce qu'avant l'Union était très rigide sur ses positions. Inclure plusieurs dossiers pour faire un paquet permet des concessions croisées, facilite l'atteinte d'une solution globalement équilibrée et d'un résultat qu'on appelle win-win, gagnant-gagnant. Voilà, après ce tour d'horizon, quelles sont les perspectives ? Il y a encore beaucoup de questions ouvertes, mais le terrain a été bien préparé et des esquisses de solutions apparaissent. Le climat a changé ces derniers mois. Une dynamique plus constructive s'est développée avec l'Union, qui s'est formalisée dans la déclaration commune. L'Union a fait des pas substantiels dans notre direction. Il semble y avoir une solide majorité au Conseil fédéral en faveur d'une conclusion de ces négociations et les cantons soutiennent fermement cette approche. Des consultations des divers acteurs en Suisse sont actuellement en cours, on l'a déjà vu, et ceci jusqu'à la mi-février. Des prises de position ont déjà été communiquées. L'UDC s'est immédiatement exprimée de façon très critique et négative. Elle critique notamment la libre circulation des personnes, l'immigration trop forte, la perte de souveraineté avec le rôle attribué à la Cour européenne de justice dans le règlement des différends et la reprise automatique du droit de l'UE, alors qu'on ne parle pas de reprise automatique, mais de reprise dynamique. Les autres partis, par contre, soutiennent le projet de mandat du Conseil fédéral. Ainsi, la Commission de politique extérieure du Conseil national a approuvé le 30 janvier le projet de mandat par 16 voix contre 9, les 9 voix étant les voix de l'UDC. La conférence des gouvernements cantonaux soutient avec une quasi-unanimité le projet de mandat et souhaite aller de l'avant. L'Union syndicale suisse s'est prononcée de façon plus nuancée que précédemment et soutient le projet de mandat, ce qui est très positif, mais elle craint des pressions sur les salaires et veut davantage de garanties sur la protection des salaires. De plus, elle s'oppose à une ouverture totale du marché de l'électricité et du secteur du transport. Les milieux économiques, et économie suisse en particulier, sont favorables au projet de mandat. Ces consultations devraient déboucher sur la finalisation du mandat de négociation par le Conseil fédéral d'ici la mi-mars. Ensuite, les négociations formelles pourront commencer. Comme un travail de préparation considérable a déjà été fait, ces négociations formelles pourraient avancer rapidement, pour autant que la volonté politique soit là, et ceci des deux côtés, tant du côté de la Suisse que du côté de l'Union européenne. Officiellement, l'objectif est de conclure les négociations d'ici la fin de l'été, ce qui est franchement très ambitieux, avant le renouvellement de la Commission européenne. Mais ce n'est pas impossible. Et les réactions enregistrées pour l'instant sont plutôt encourageantes, à part celle de l'UDC bien sûr, mais là on n'a pas beaucoup d'espoir. Nous sommes proches d'une solution avec l'Union européenne. La voie est ouverte, mais que veut vraiment la Suisse ? La vraie question est de politique intérieure. Ce n'est pas un problème entre Bruxelles et Berne, c'est un problème intra-suisse. Voulons-nous consolider et améliorer nos relations avec l'Union européenne ou voulons-nous nous distancer de l'Union européenne ? C'est une question existentielle qui vient bien au-delà des questions techniques actuellement en discussion à Bruxelles. Chaque citoyen détient une part de la réponse. Les sensibilités ne sont pas les mêmes en Suisse allemande qu'en Suisse romande, ni dans les villes que dans les campagnes. Et les courants de pensée souverainistes, populistes, nationalistes vont-ils continuer à prendre de l'ampleur en Suisse comme ailleurs en Europe et en dehors d'Europe ? Il est fort probable que si les négociations aboutissent, le Conseil fédéral lancera le processus de ratification qui se terminera par un vote du Parlement, puis très vraisemblablement par une votation populaire. S'agira-t-il d'un référendum facultatif à la majorité simple ou d'un référendum obligatoire à la double majorité du peuple des cantons
À ce stade, la question est ouverte et le Parlement pourra se prononcer lorsqu'il disposera d'un texte d'accord finalisé. Et ce jour-là, il faudra tous aller voter. Le combat est loin d'être gagné et chaque voix comptera. Alors on saura quo vadis Helvetia. Personnellement, j'estime qu'il est clairement dans l'intérêt de notre pays de conclure rapidement ces accords. De plus, nous ne pouvons pas nous permettre un second échec. Il faut que l'intérêt du pays l'emporte sur les intérêts particuliers, que la raison d'État l'emporte sur les considérations partisanes, sectorielles ou émotionnelles. Il en va de l'avenir de notre pays, de sa capacité à faire face aux défis considérables auxquels il est confronté. Il est important que le Conseil fédéral soit soutenu. Et je rappelle que le projet de l'intégration européenne vise avant tout à promouvoir la paix, la démocratie et la prospérité. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon complexe mais complet qui aborde à la fois tous les chapitres passés et actuels en discussion. Et sans plus attendre, nous ouvrons la discussion et l'échange. M. de Valleville a souhaité un long moment d'échange avec vous pour tenter de répondre à vos attentes. Alors, vous levez la main et on vient vers le micro. C'est obligatoire à la fois pour la captation et pour que tout le monde puisse entendre. On prévoit aux élections cet été un virage à droite, un virage nationaliste. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y aurait une meilleure compréhension des spécificités suisses, justement les différences que vous venez d'énumérer? Merci. C'est une très bonne question et je ne suis pas prophète, donc ça m'est très difficile de vous répondre. Mais je dirais que les tendances souverainistes sont souvent des tendances protectionnistes. Et donc l'impact risque plus probablement d'être négatif que positif pour la Suisse. Il y a aussi le fait que la Suisse est perçue par beaucoup de pays comme très privilégiée et il y a des jaloux. Et donc, dans le scénario que vous indiquez, je ne suis pas sûr qu'il y aura plus de sympathie pour la Suisse que c'est le cas actuellement. Je me souviens que quand M. Sarkozy était président de la France, il a été particulièrement dur à l'égard de la Suisse. Plus dur que M. Hollande, qui était plus compréhensif. C'est juste quelques questions d'intérêt un peu général. Les négociations, elles se font à plein temps ou bien à quel rythme est-ce que ces gens arrivent à travailler pour ces négociations tellement importantes? Et puis juste deux questions plus techniques. Quand les pays membres de l'Union européenne, est-ce qu'ils automatiquement les accords se font automatiquement ou bien aussi de façon dynamique? C'est aussi possible pour un pays membre de l'Union européenne d'avoir un processus dynamique? Alors la première question sur la charge de travail, alors je peux vous dire que nos collègues à Berne qui s'occupent du dossier travaillent nuit et jour. C'est très intense et c'était un peu une tradition dans notre service diplomatique que ceux qui s'occupaient de l'intégration européenne étaient plutôt surchargés que l'inverse. Et puis la Suisse est toujours très parcimonieuse dans l'allocation des ressources, et donc on a des petites équipes, mais ce sont des équipes très motivées. Et puis, concernant votre deuxième question, vous pouvez juste me la rappeler, s'il vous plaît? Oui. Un pays membre de l'Union oui. européenne, est-ce qu'il, voilà, c'est automatique ou c'est aussi dynamique? C'est automatique. C'est automatique. Donc là, on serait mieux traité que les pays européens.
Ils ont des délais pour mettre en œuvre. Quand on adopte une nouvelle directive, il y a des délais pour la mise en œuvre de cette directive. Et donc, le Danemark a un régime un peu particulier où il peut consulter le Parlement avant l'adoption formelle de la directive. Mais la réponse courte à votre question, c'est de dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Bonsoir. Merci pour ce brillant exposé. Il me semble que la Suisse, au point de vue électricité, qui est mon propre domaine de moindre ignorance, a un problème aussi structurel à l'interne. Tous les pays qui nous entourent ont des compagnies électriques pratiquement nationales, soit en main publique ou en main privée. En Suisse, on a un peu le record du monde du nombre de compagnies électriques par tête d'habitants. Et il faudrait bel et bien qu'à ce niveau-là, ces négociations les incluent aussi, surtout qu'elles appartiennent souvent à des communes et à des cantons. Donc il me semble que là, on a une autre problématique interne, comme tu le disais avant, et j'aimerais avoir un peu tes réactions sur le sujet. Merci. Tu as parfaitement raison. Et c'est pour ça que ce dossier a très peu bougé pendant des années, parce que l'Union voulait traiter tout le monde de la même manière. Ce que je comprends. Mais dans ce domaine spécifique de l'électricité, l'Union a aussi besoin de la Suisse. On est un peu le château d'eau de l'Europe. Et donc, avec notre système de pompage-turbinage, on peut contribuer à niveler les pics de consommation. Quand il y a moins de vent dans la mer du Nord, il faut bien trouver de l'énergie ailleurs. Et s'il fait mauvais temps, les photovoltaïques ne marchent pas très bien. Donc, ce que nous pouvons apporter avec nos barrages est apprécié. Et le résultat de ces discussions qui durent depuis des années maintenant est que l'Union semble donner des signaux d'ouverture à des solutions flexibles où on garderait le contrôle d'une partie du dispositif. Alors, ça va faire l'objet des négociations à venir. Les objectifs sont fixés dans le projet de mandat de négociation, mais le fait que l'Union soit prête à entrer en matière sur certaines flexibilisations est encourageant parce que ça permet d'espérer qu'on arrivera à trouver une solution. Sans qu'elle soit garantie, évidemment. Merci, Monsieur de Watteville, pour cet exposé qui nous a éclairés et certainement motivés. Comment vont s'articuler les trois pôles de compétences entre l'Union européenne, la Suisse qui, vous nous l'avez appris, peut dire non, et le tribunal arbitral en pratique? Alors, il faut distinguer. Le tribunal arbitral va se prononcer sur les différends. Donc, s'il y a un problème politique avec l'Union européenne, prenons un exemple. C'est peut-être plus facile, parce que c'est vrai que c'est assez ardu comme sujet. Mais en 2014, on a eu une votation populaire, on a accepté une initiative de l'UDC qui prévoyait l'introduction de contingents. Le Conseil fédéral savait que c'était incompatible avec l'accord sur la libre circulation. On l'a dit dans la campagne référendaire. C'était crystal clear, comme on dit en anglais. Le problème n'était donc pas un problème d'interprétation du droit européen, c'était un problème d'un différend, d'un désaccord politique entre la Suisse et l'Union. Dans un tel cas, on essaie de trouver une solution dans les comités mixtes. Et si le problème est grave, on n'arrivera pas, il y aura une impasse. Alors on peut saisir la cour arbitrale. La cour arbitrale est composée de 3 juges, un juge suisse, un juge européen, et ces 2 juges ensemble choisissent un 3e juge qui est sur une liste qui a été préétablie à l'avance. Et donc on est sur un pied d'égalité dans ce processus d'arbitrage par rapport à l'Union européenne. Et les avocats qui sont dans la salle connaissent ce système. On a des arbitrages privés. C'est une institution qui a une grande pratique et dans laquelle on est beaucoup mieux traité que si on était soumis à un tribunal étranger. Voilà en quelques mots. Et alors, cette cour arbitrale se prononcera sur les mesures de rééquilibrage qui seraient prises par l'une des parties et sur leur proportionnalité. Donc, ça touche les mesures et la proportionnalité des mesures, qui doivent être proportionnelles. Donc, si elles sont disproportionnées, si elles sont exagérées,
la Cour arbitrale peut condamner le pays qui prendrait de telles mesures, et ce qui est une très grande amélioration par rapport à la situation actuelle. Il y avait Monsieur Brun. Merci. J'ai une question un peu mathématique. 9 millions et 450 millions. Qu'est-ce qui fait que la Suisse peut imposer une forme de respect de l'Union européenne et qu'est-ce qui fait que l'Union européenne respecte, en tout cas partiellement, la Suisse dans une telle disproportion? Écoutez, je dirais que les deux ont intérêt à trouver un modus vivendi. Et la Suisse est le 4e partenaire économique de l'Union, après les États-Unis, la Chine et puis le Royaume-Uni maintenant. Avant, on était le 3e, maintenant on est le 4e. Et c'est aussi dans l'intérêt de l'Union qu'on ait une cohabitation pacifique et constructive et mutuellement bénéfique. Je rappelle qu'on a environ 400 000 frontaliers qui viennent tous les jours. Alors certes, c'est un signe de dépendance de la Suisse. S'il n'y avait plus les frontaliers, nos hôpitaux ne fonctionneraient plus. Mais ça fait vivre 400 000 familles en France et en Allemagne et en Italie. Et donc, le fait qu'il y ait ce marché du travail très dynamique en Suisse et un pôle d'attraction est très apprécié par l'Union européenne. Et c'est pour ça que l'Union européenne insiste beaucoup sur la libre circulation des personnes, parce qu'elle veut avoir accès au marché du travail suisse. Mais c'est vrai que c'est paradoxal de voir ce petit pays qui est enclavé, qui n'a pas de matières premières, qui n'a pas de pétrole, et qui se débrouille si bien. Je veux dire, ça fait l'admiration de certains. Supposons que la Suisse et l'Europe puissent signer un accord. La Suisse connaît une démocratie directe avec un droit d'initiative. Cela signifierait-il qu'à l'avenir, les initiatives devraient être examinées sous l'angle de leur compatibilité avec l'accord entre la Suisse et l'Europe? C'est une bonne question. Je dirais examiner, oui, mais, avec quelle conclusion? Donc forcément, oui, ça fera partie de la campagne référendaire ou de la votation populaire. Mais à la fin, si on adopte une initiative qui n'est pas compatible avec le droit européen, ça va ouvrir le processus de règlement des différends. Et c'est là qu'il y aura la solution. Il faut voir, quand on a un accord, chacun fait des concessions à l'autre. Et si on a un paquet, il y a un équilibre entre les différentes composantes du paquet. Si tout d'un coup, on sort un élément du paquet, ça déséquilibre le tout. Et le but est de recréer un équilibre avec des mesures qu'on appelait compensatoires ou de rééquilibrage. Donc ce ne sont pas des mesures de rétorsion pour punir l'autre, ce sont des mesures de correction pour revenir à une balance, un équilibre entre les avantages et inconvénients pour chacune des parties. Et c'est ça le but de ce mécanisme de règlement des différends. L'événement de ce soir est diffusé en ligne. On a eu jusqu'à 110 personnes qui étaient connectées. Donc il y aura peut-être des questions aussi d'internautes. Vous pouvez les poser dans le chat si jamais. Merci de votre contribution. Vous n'avez pas parlé, je crois, de la question militaire, des accords et des collaborations, problèmes qui peuvent se poser suivant l'évolution de la situation mondiale. Vous avez parfaitement raison. C'est un autre sujet. Ce n'est pas le sujet des négociations actuelles liées à l'accord cadre et liées à l'accès au marché. Mais c'est une composante des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Et nous avons des collaborations déjà à l'heure actuelle. Je pense en Bosnie-Herzégovine, où il y a des soldats suisses qui sont actifs dans le cadre de l'EUFOR et qui coopèrent avec les troupes de l'Union européenne. Il faudra voir comment les choses vont évoluer. Pour le moment, le partenaire le plus important, ce n'est pas tellement l'Union européenne, c'est plutôt l'OTAN. Et là, je crois que le Conseil fédéral s'efforce de développer un système de défense suisse qui soit coordonnable avec celui de nos voisins pour assurer, parce que dans un conflit moderne comme on le conçoit aujourd'hui, je doute qu'il y ait une guerre contre la Suisse, il y aura une guerre contre les pays occidentaux. Et donc, il faut anticiper ce genre de situation et avoir une marge de manœuvre le moment venu. Mais donc oui, sujet très important.
peut-être même plus important que tout ce que j'ai raconté, mais qui n'est pas le sujet de ce soir. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage ou votre position sur la politique agricole européenne versus la politique agricole suisse? On sait que les agriculteurs manifestent beaucoup maintenant. Et quelle est la position qui serait envisagée en cas d'accord? Alors, l'agriculture suisse est l'une des plus protégées au monde. On a tout le système des paiements directs et donc de solutions apportées pour permettre de maintenir une paysannerie qui digne et qui puisse vivre correctement. Et aussi une paysannerie dans les régions de montagne qui sont beaucoup moins fertiles et plus coûteuses à pratiquer que dans les grandes plaines. C'est clair que si vous êtes dans les grandes plaines du nord de la France, vous avez une agriculture industrielle, alors que dans le Val d'Anneviers ou le Val d'Hérens, c'est autre chose. Donc notre système est spécifique, il est soutenu de façon spécifique aussi. Et ça fait que dans les problèmes qu'on a eus ces dernières semaines avec ces manifestations de paysans un peu partout en Europe, les paysans suisses étaient beaucoup moins virulents parce qu'ils savent qu'ils ont déjà obtenu beaucoup. Ils aimeraient plus, c'est clair qu'on les comprend, mais ils ont adopté une approche beaucoup plus consensuelle, je dirais, et plus respectueuse des institutions que leurs collègues d'autres pays européens. Et j'espère qu'on arrivera à gérer la situation comme cela sans qu'on arrive à des grèves et des brutalités et des développements qui ne sont pas tout à fait dans notre culture. Une dernière question. J'avais une question pour vous demander où sont les programmes de négociation pour la réadmission de la Suisse dans les grands programmes de recherche européens. Alors là, je l'ai développé tout à l'heure et on est justement en train de faire des pas très importants où si tout se passe comme on l'espère et comme c'est prévu, on négocie en parallèle et pas de façon successive, mais en parallèle. Et il y aurait une période transitoire qui commencerait déjà en 2024 qui permettrait à la Suisse de participer à ces programmes et même être leader de projet dès la mi-2024, donc dès cet été. Mais pour autant que les autres dossiers avancent comme on l'escompte. Donc ce n'est pas acquis, mais c'est en bonne voie. Et c'est un grand soulagement parce que c'était pour nos universités, pour nos chercheurs, c'était un énorme souci. Merci, nous allons vous remercier pour cette présentation et le moment d'échange que vous avez accepté de se faire suivre. Notre invité va bien sûr rester parmi nous ce soir. Nous allons déménager le grand salon pour que vous puissiez revenir confortablement ici. Et puis, comme à notre habitude, l'apéritif est servi à la fois dans le petit salon, dans le salon du billard et dans le grand salon. Merci infiniment à Jacques de Watteville d'être venu ce soir pour nous parler de notre histoire, de longue histoire et nos liens avec l'Europe. Et on attendra mars et peut-être l'été pour les prochaines nouvelles. Dans le hall, vous trouverez également une documentation de la Fondation Jean Monnet si vous souhaitez être informé à la fois des publications, des conférences qui se tiennent sur ces sujets autour de l'Europe, de son histoire et de la place de la Suisse qui est au cœur de l'Europe. Moi, j'ai toujours cette phrase, et certaines étaient là, le professeur André Hollenstein de Berne, qui avait publié cet ouvrage monumental en allemand et en français, mais peu lu en Suisse romande, La Suisse au cœur de l'Europe, quelle histoire. Et en effet, on peut dire que l'histoire s'écrit encore et s'écrira encore pendant quelques années, je pense. Merci infiniment à toutes et à tous et à très bientôt pour vous retrouver.